Shut up and sit down. Salut tout le monde, c'est Guy Baillargeon, votre hôte du plus vieux podcast immobilier au Québec. Ensemble, on va plus loin. Un autre épisode avec un autre invité de marque. Aujourd'hui, j'ai mon ami Nicolas. Alors, salut Nicolas. Salut. Et bienvenue. Bienvenue à Ensemble, on va plus loin. Merci. Hey Nicolas, si je t'ai invité, c'est qu'on a souvent jasé ensemble. Tu es quelqu'un qui connaît les partenariats, tu es quelqu'un qui connaît les affaires. Tu es un spécialiste de flip. On va explorer aussi ton parcours. Puis on a des beaux enseignements, je suis sûr, parce que pour les nombreuses fois que j'ai jasé avec toi, c'est tout le temps les conversations qui tournent vers la philosophie pratico-pratique. C'est comme ça que je définirais Nicolas. C'est un philosophe, mais praticien. Exactement. Ça se pourrait-tu, ça? Oui, j'aime ça. C'est bon, hein? C'est un autre angle d'attaque. C'est ça. Bien, en fait, c'est comme ça que je te voyais. Là, je t'ai présenté, mais je te laisserai te présenter. Donc, si toi, tu avais à te présenter en une phrase à quelqu'un qui ne te connaît pas, qu'est-ce que tu dirais de Nicolas Allard? Je dirais que je suis quelqu'un qui a pris le temps de bien faire une bonne stratégie pour être capable de me rendre où que je suis aujourd'hui. Et surtout, en ces temps-ci, j'ai choisi de faire le flip avec mon équipe. Ah, parce que c'est pas ton premier. Exactement. C'est pas mon premier rodéo. C'est pas ton premier rodéo. Mais là, si on revient en arrière, justement, là, parle-moi de ton parcours. Parce que tu as roulé ta bosse là, depuis longtemps, dans bien des univers. Parle-moi de ça. Ben moi, j'ai commencé en Alberta. Mm-hmm. J'ai été dans l'Ouest canadien. Ça m'a donné des nerfs d'acier. C'est ça qui travaillé dans le pétrole. Ça a été vraiment quelque chose que j'ai permis de me développer des compétences qui sont un peu extrêmes. Mm-hmm. On parle de conditions de vie, on parle de température et surtout de psychologie humaine. Parce que quand tu travailles avec un groupe de personnes éloignées, tu apprends à les connaître, tu apprends à voir c'est quoi leurs points forts et les points faibles. Et ça, aujourd'hui, c'est très utile pour moi. Oui, hein? Mais après l'Alberta, j'étais au Québec, j'ai été une couple de business, mais le plus important, c'est que mon partner m'a offert une bonne opportunité. Puis quand j'ai commencé avec lui, c'est là que j'ai dit, OK, là, on va faire des vrais flips. J'en avais fait en Alberta, en Saskatchewan, mais au Québec, c'était un autre game. Parce que les choses bougent beaucoup plus vite ici au Québec. Ici au Québec, ça bouge plus vite. Oui. Toi, tu viens d'une famille, vous êtes quand même plusieurs enfants. Oui. Hein? On est une grande famille. On est 4 frères et une sœur. Une sœur. Et là, dans toute cette fratrie-là, je veux dire, il y a des valeurs qui t'ont été transmises. Tu as les valeurs qui t'ont été transmises. Mais j'ai le privilège de connaître ta maman. Oui. Hein? Qu'on salue. Salut, Lynn. Et donc, des valeurs qui t'ont été transmises, puis aussi celles que tu as développées puis qui te guident aujourd'hui. Mettons, si tu avais à donner quelques-unes de tes valeurs là, à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Top valeur pour moi, c'est vraiment que dans ma famille, j'étais l'aîné. Je suis l'aîné. Oui. C'est important de lead by exemple, d'être capable d'être un bon mentor pour mes frères et sœurs, puis de montrer l'exemple en étant dans l'action. C'est quand j'étais dans l'Ouest canadien, chacun de mes frères et sœurs sont venus me voir. Oui. Ils ont vu le terrain, ils ont vu comment c'est, ils ont goûté à la terre. Mais surtout, c'est que j'aurais pu montrer vers où que je m'en allais, et j'ai dit, voici où que je suis, et voici où que je m'en vais. OK. C'est que ça, c'était vraiment une bonne valeur à avoir pratiqué à eux autres, puis surtout que je dis pour les gens de continuer à donner au suivant, que ce soit du temps, que ce soit l'énergie, puis qu'on montre aux gens, tu sais, quand on prend des choix difficiles, mais ça nous donne des résultats meilleurs que si on aurait pris un chemin facile. Donc, leadership, générosité, partage. Générosité, partage, puis always stay in the fight. Toujours rester dans le combat, dans l'action, de toujours bouger quand tu arrives à une autre étape, de toujours avancer, quoi qu'il arrive, quelle trébuche qui arrive, tu restes toujours dans l'action. Même si tu as peur. Puis, courage. Exactement. Courage est dans l'action. Courage, et surtout que c'est quand tu fais face à tes peurs. Et suivre sa vision. Oui. Quand on a une vision, on dit hey, moi, je veux me rendre là-bas, mais tu y vas. Par n'importe quel chemin. Même si tu fais un détour, même si tu recules, même si tu avances, tu gardes tout le temps ta vision vers où que tu vas aller. Ça, je donne toujours l'exemple de si on est à New York, puis on va en bateau jusqu'à Londres, quoi qu'il arrive en chemin, qu'on a une tempête, que notre objectif final, c'est de se rendre à Londres. C'est même si le bateau il vire de bord, même si le bateau il avance pas vite, même si le bateau avance très vite, c'est tout le temps de garder les endgames en tête.
Mais là, j'aimerais en arriver à d'où est-ce que ça te vient, cette passion pour l'immobilier? Au début, c'était pour juste voir comment que ça allait fonctionner. Puis surtout d'observer. Moi, j'observais ça, puis je voyais qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon, vers où qu'on voulait aller. Oui. Puis après, en Alberta, ben, j'ai été capable d'être un bon pêcheur. On va dire qu'il est capable de pogner le bon poisson, la bonne propriété, au bon moment, parce qu'il faut que tu aies un bon timing, puis un bon plan d'entrée et un bon plan de sortie pour être capable d'avoir un bon succès là-dedans. Mais l'immobilier, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné parce qu'on vit tous dans une maison et j'ai dit aujourd'hui, chaque personne est roi de sa maison. Oui. C'est important que l'être humain soit capable de se loger. Et des fois, il y a des châteaux qui sont bien entretenus et des châteaux qui sont moins bien entretenus. Mais si on est capable d'en prendre un qui est moins bien entretenu et l'optimiser à son plein potentiel, mais le prochain roi qui va embarquer dedans, il va l'adorer. Qui veut du clé en main. Du clé en main, pas de casse-tête, propre, bon, efficace. Exact. Donc, tu as découvert ça parce que, tu sais, il y a quelques années, avant les années 2000, je crois que le flip était, au sens de populaire, là, popularité, était très populaire parce que les valeurs à l'achat étaient moindres. Évidemment, là, on a connu des années là, depuis... on dit toujours la COVID, mais je pense que ça a un peu, quelque part, coïncidé avec ce moment-là, où que tu as beaucoup de gens qui ont migré vers l'extérieur de Montréal. Et que l'autre que tu pouvais acheter, mettons, des unifamiliales pour des très bons prix. Je ne vais pas nommer une ville, là, mais il y a eu une espèce d'exode de Montréal ou du Grand Montréal vers les campagnes, vers les plus petites villes, des couronnes vraiment là, parfois éloignées. Ça fait augmenter les prix. Donc, souvent, les flips étaient moins faciles. Mais toi, tu as resté dans cette game-là malgré le fait que finalement, le nombre d'acheteurs restait le même, mais le nombre d'opportunités à acheter était plus petit. Comme que je dis, c'est pas un flip, c'est l'optimisation. Optimisation. On prend quelque chose qui a été négligé, puis on y redonne la valeur. Après, on a deux options. Soit qu'on le garde pour nous autres, qu'on met dans notre portfolio, ou soit on le redonne au suivant. Puis, c'est important qu'on est capable de voir ça en tant que la grande vision. Mm-hmm. Quelle est la grande vision? Oui. Comment on est capable de voir ça dans les prochains 10 ans, prochains 15 ans? Vers où qu'on s'en va en tant que civilisation? Est-ce qu'on s'en va vers une place que les gens ne veulent pas être propriétaires? Ou est-ce que les gens veulent être propriétaires, mais les prix sont tellement chers qu'on s'en va vers le marché de Toronto? Tout le temps, on est à Montréal, mais si on veut voir en avant, on regarde ce qui est arrivé à Toronto, on regarde ce qui est arrivé à Vancouver, on peut prédire le futur. Puis en ayant voyagé beaucoup entre le Canada et dans le monde, j'ai réalisé qu'on a encore une opportunité. Le Québec est encore à rabais à comparer les autres grandes villes. Ça, comment tu les retrouves? Comment tu les trouves, ces opportunités-là, ici? Pour trouver des bonnes opportunités, comment que je mobilise mes ressources, c'est surtout d'avoir les bonnes relations avec les bonnes personnes. Parce que moi, j'appelle ça du farming. Du farming, c'est qu'on apprend à travailler la terre, voir qui sont les prospecteurs, qui sont les gens qui trouvent des deals et qui sont dans l'action, et parler beaucoup avec nos communautés de gens qu'on connaît sur le terrain. Puis là, après, on a toujours l'expression, quelqu'un dit « Hey, il y a un bon deal là-bas, il y a un bon deal ici, mais c'est important de bien calculer nos affaires. » C'est ça. Mais avant ça, si je veux revenir un peu sur ce que tu viens de dire, développer un réseau solide, un réseau qui te fait confiance, et pas nécessairement en qui tu as confiance, parce que lorsqu'une personne a mis la main sur une opportunité, elle peut appeler n'importe qui. Pourquoi je choisirais de t'appeler toi? C'est parce qu'à quelque part, il y a une relation privilégiée que tu as établie avec ce prospecteur-là. Et surtout l'exécution. L'exécution. En voulant dire, moi, je dis tout le temps, quand tu vas à la chasse et quelqu'un pointe, « Hey, il y a un chevreuil là! » Oui. Le premier qui est capable d'atteindre sa cible, c'est ça qui est important. Parce que les autres ont la buck fever. Exactement. Puis ça part, puis là... Non, il fige! Oui. Il fige! C'est ça qui est très dangereux dans Ouais. le flip, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit bien organisé, bien structuré. En voulant dire, voici mes barèmes. Moi, je veux une propriété résidentielle sur la rive sud de Montréal qui a besoin de rénovation. Voici les rénovations que je fais. Voici les rénovations que je ne fais pas. Et voici le scénario idéal. De façon très froide et calculée. Exactement. Donc, c'est ça, immopreneur. Tu y vas de façon systématique, en véritable entrepreneur de l'immobilier. Exactement. Tu ne te laisses pas emporter par des émotions. Puis... Non, exactement. Des émotions, des prédictions, que ben là, le futur va me permettre que cette maison-là va valoir. Non, non. En ce moment, quels sont les comparables vendus? Quels sont les travaux à faire? Et quels sont notre plan de sortie? OK. Donc, travailler à l'intérieur d'un cadre normé, donné, à l'intérieur d'une enveloppe budgétaire définie. Exactement. Là, je vais te parler
du passé. Bien, pas de parler, oui, on va revenir sur le passé. Donc, maintenant, je vais te parler de si tu revenais en arrière, puis tu regardes dans ton rétroviseur. C'est sûr qu'on aime mieux regarder dans le pare-brise pour voir ce qui s'en vient, mais si on regarde en arrière, là, dans le rétroviseur, c'est quoi qui a été le déclencheur? Parce que tu en es venu à un moment donné à prendre une décision de dire je me spécialise, parce que tu es spécialisé là-dedans, dans l'optimisation. Qu'est-ce qui t'a été le déclencheur qui t'a fait dire OK, voilà, je vais all-in dans ce domaine-là? L'élément déclencheur là, Mhm. a été vraiment que j'ai dit voici où qu'on est et voici où que je vais aller. Et quel est mon moyen de transport le plus rapide pour me rendre là? Dans le flip, qu'est-ce qui est important? C'est la structure qu'on bâtit. Oui. C'est pas l'argent qu'on fait, puis c'est pas les chiffres. C'est la structure des relations avec les gens qu'on bâtit. Mhm. Les courtiers hypothécaires, les agents immobiliers, les gars sur le terrain. Tu permets de développer de quoi qu'après, tu es capable de voir, d'avoir le flair Oui. pour dire, OK, maintenant, je suis capable de grossir. Maintenant, je suis capable de prendre ce même système-là, parce que c'est un système qu'on bâtit, de l'apporter dans une autre place. Mais c'est tout dans le système que je bâtis ensemble avec mon équipe qu'on est capable d'exécuter. OK, un processus. Un processus Ouais. et une exécution. Oui. Parce que qu'est-ce qui est très dangereux, c'est l'exécution. J'ai tout le temps dit, un bon vol de banque, c'est surtout l'exécution et le plan de sortie. Mhm. Si l'exécution ne se fait pas bien et il n'y a pas une bonne sortie, c'est un échec. Mais si l'exécution se fait bien et il y a un bon plan de sortie, et quand je dis plan de sortie, je parle d'un bon courtier immobilier qui est capable de le Ouais. mettre sur le marché, Oui. qui est capable de faire des surenchères, qui est capable de faire un bon marketing pour faire un bon momentum pour le vendre, on est gagnant. Est-ce que vous faites parfois appel à un prêteur privé? Toujours. Toujours. Toujours un prêteur privé, toujours l'argent des autres qu'on met sur la table. ADA. Exactement. Moi, OK. je suis un bon fan de mettre les bons joueurs aux Mhm. bonnes places. Est-ce que lorsque tu prends les services d'un prêteur privé, est-ce que c'est ce qui vient accélérer le processus d'exécution parce que tu veux le rembourser le plus rapidement possible? Est-ce que ça joue sur votre temps d'exécution, le fait qu'il y ait un prêteur privé à X % dans le dossier? Oui et non. OK? Oui, parce qu'on a un timeline. Mhm, oui. Non, parce qu'on a un timeline pareil. On doit exécuter le timeline qu'on s'est respecté. D'accord. Et surtout qu'on doit synchroniser les corps de métier quand on est en opération. Et après, le bout le plus difficile, c'est quand on le met sur le marché. Parce que là, c'est le moment qu'on n'a aucun contrôle sur la propriété. Non. On doit juste espérer que le bon acheteur va Oui. mordre au poisson. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans un de vos dossiers de mettre le bien en vente avant qu'il soit terminé? Toujours. Ou d'avoir une offre d'achat avant que ça soit terminé? Oui. Oui, hein? Oui, oui. Dans nos opérations, à seconde qu'on rentre sur la propriété, Oui. on met une pancarte à vendre. Une petite pancarte que peut-être quelqu'un dans la communauté va passer en avant. OK, Et ça, c'est bon. parfois, dans le passé, il y a des gens qui ont arrêté et ont dit « cette propriété-là, je la veux ». Ça, c'est bon. Puis ça, je trouve, ce que tu viens de dire, Nicolas, je trouve que c'est vraiment important. C'est un nugget ce soir parce qu'on a ici un exemple de... C'est pas contre-intuitif, mais c'est-à-dire qu'on a une pensée régulière. La pensée, sans dire qu'elle est limitante, mais on prend pour acquis qu'on ne met pas à vendre avant d'avoir complété, exemple, à 100 %. Tu sais, exemple, prêt pour un open house. Mais c'est pas ce que tu nous dis. Tu nous dis, ben non, on va le mettre à vendre à première opportunité. Peut-être aussi que ça permettrait à quelqu'un qui arriverait à dire, ben regarde, moi, au lieu de la céramique blanche, je voudrais de la céramique de telle couleur, tu sais, puis c'est le même prix. Ça pourrait-tu arriver, ça? Exactement. OK. Donc, à ce moment-là, tu viens peut-être te rapprocher, même, tu y fais le prix que tu vas avoir pour, puis la personne va vraiment te faire l'offre que tu... Puis c'est important de le mettre dans nos que systèmes. tu veux. Oui, On va que tu dire mets que dans ton système, ouais. c'est tout le temps, on a la propriété, un coup la propriété là, on a la pancarte, un coup on a la pancarte, notre courtier, notre agent immobilier le sait que cette propriété-là est off-market et après qu'on n'a pas été capable de la vendre sur le marché pendant qu'on faisait les rénovations, la balle est dans ses mains. On est dans un processus d'évolution, là, tout un chacun. Tu sais, on n'est pas la même personne, c'est-à-dire qu'on était il y a 5 ans. On est une personne différente de celle qu'on était il y a 10 ans. Je veux savoir, toi, quand tu transformes un immeuble, quand toi et ton équipe vous transformez un immeuble, qu'est-ce que toi t'en retires? Est-ce que, à quelque part, toi, à chaque dossier que tu fais, est-ce que tu as une transformation qui s'opère aussi en toi? Puis s'il y en a une, ce serait quoi, cette transformation-là? Qu'est-ce qui est important, c'est que ce n'est pas juste de l'intérieur. Il y a plusieurs phases. Ouais. Il y a la phase de l'extérieur. Ouais. L'extérieur, c'est que ça permet de voir mes opérations, de perfectionner mes opérations. OK. Il y a une procédure que j'utilise qui s'appelle le Tactical
failure database. Toutes les erreurs qu'on le fait, on les rentre dans la machine. Tel conteneur est arrivé en retard, on a perdu un jour de délai, on avait mal calculé les déchets. Après, ce qui est important, c'est quand on fait un briefing et débriefing, on est capable de dire au gars, hey, vraiment, la dernière fois, on s'est planté sur les déchets. Les déchets, il y avait eu trop de déchets ou pas assez de déchets, mais cette fois-ci, il faut faire attention pour que ça arrive. Et plus qu'on a fait, plus que notre système permet de voir tous les échecs qu'on a eus et voir, hey, ça, il ne faut pas faire ça, ça, il faut faire ça, ça, il faut être plus à jour sur ça. Oui. Et ça permet d'avoir une prévision pour les gens sur le terrain. Après, à l'intérieur, qu'est-ce que ça permet de développer? Oui. C'est qu'on doit célébrer le succès des petits combats. Parce que pour faire une campagne militaire, pour gagner la Grande Guerre, c'est chaque combat qui va nous rendre ça. Et Guy, je suis content que tu es toujours venu à chaque fin de victoire. J'ai manqué la fois de la tempête de neige. C'est la seule fois. C'est la seule fois. Mais on fait toujours une bonne célébration à la fin pour remercier les gens. Parce que c'est souvent mes hommes qui ont fait le sacrifice sur le terrain. C'est eux qui sont levés à 5-6 heures le matin. C'est eux qui ont eu la pression et qui ont vraiment le nerf d'acier. Après, quand on veut célébrer ça, mais c'est de la gratitude qu'on a envers eux pour dire « Hey, on a gagné ces combats-là. Mais le prochain combat s'en vient. Et on va être plus fort, plus rapide et plus aligné vers notre objectif. Parce qu'on veut devenir meilleur que notre dernier combat. En constante évolution. Constante évolution. J'imagine qu'à chaque fois aussi, bon, il y a des obstacles. C'est pas toujours les mêmes. Hein? C'est des obstacles qui peuvent être différents. Tu en as nommé quelques-uns tantôt. La coordination avec les sous-traitants. Des fois, peut-être, on est en manque de personnel. Quelqu'un à qui est arrivé une affaire, puis finalement, il te manque un gars, 2 gars. Donc ça fait un guerrier, 2 guerriers de moins. C'est sûr que des fois, ça va jouer sur ton timeline, ce fait-là. Des produits qui seraient, exemple, en rupture de stock, c'est un autre obstacle. Des choses qu'on ne contrôle pas, des métriques qui échappent à notre contrôle. Est-ce que tu as souvenir d'un flip qui a été particulièrement formateur pour toi? Le pire des meilleurs flips, c'est bien dit. c'est lui que j'ai appris le plus. Ouais. Et une des choses que j'ai appris le plus, c'est que c'est la psychologie sur le terrain. On peut être motivé au début, oui, je vais être là, oui, je vais être capable, oui. Mais quand on arrive au débarquement, puis on dit, OK, les gars, vous voyez la plage, il faut traverser la plage, l'ennemi est de l'autre côté. C'est là que j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui vont se pointer, qui vont être là, qui vont être capables d'être focus dans leurs tâches. Et beaucoup dans le groupe, entre sous-traitants, entre électriciens, entre plombiers, ça crée une friction et ça crée une énergie. Et cette énergie-là, c'est important d'être capable de la leader vers l'ennemi et non entre eux. Et on va dire, écoute, là, on est tous ici pour la même cause, on est tous ici pour finir ce projet-là, puis on est tous ici pour qu'on ait chacun un succès. Exact. Que même que le gars qui passe le balai sur le chantier, il est important. Il est important, c'est vrai. Il y a souvent, on voit ça, je le vois aussi dans mon quotidien, là. Des guerres d'ego entre les sous-traitants, entre les différents corps de métier. Ce n'est pas rare. Est-ce que toi, tu arrives de travailler régulièrement avec les mêmes sous-traitants? On essaye. C'est ça, moi aussi. Le plus souvent les mêmes sous-traitants, mais c'est important qu'on a toujours des nouveaux, toujours des nouvelles personnes qui flottent comme une rivière d'énergie. Ah, bien, c'est sûr. Pour qu'on soit capable d'évoluer, parce que chaque personne est différente et chaque personne peut apporter de quoi vers notre objectif. Exact. En ayant des nouveaux sous-traitants qui vont être en ligne avec nous, ça va nous permettre de nous propulser plus vite vers où on va aller. Oui. Moi, j'ai l'habitude de faire des réunions, j'appelle ça des réunions de lancement. C'est-à-dire que je convie tout mon monde, là, qui vont faire partie du projet. Puis donc, déjà, c'est un premier contact, puis ils se voient en dehors du contexte de travail. C'est sûr qu'ils représentent l'entreprise, ils sont propriétaires de leur entreprise, que ce soit électricien, plombier, le chargé de projet de telle entreprise, on l'a fait encore récemment. Puis ça, bien, ça permet après ça d'établir des bases, de jeter des bases. Puis après ça, bien, ça va être facile de dire, parce que s'il arrive un accrochage sur un chantier, bon, comme là, tu appelles, tu dis, hey, pardon à un de tes gars, moi, je te laisse faire ce job-là, puis à date, ça a comme toujours réglé. Je ne sais pas si vous faites de genre de réunion. Moi, je fais les réunions de santé-sécurité et réunions de lancement. Santé-sécurité le plus souvent possible, parce que c'est primordial. Tu ne veux pas perdre tes guerriers non plus. Non, c'est ça. C'est ça. C'est que côté planification, on a des planifications à l'interne et l'externe. Oui. Moi, j'appelle ça in the wire, outside of the wire. OK.
En voulant dire qu'est-ce qui est à l'interne, qu'est-ce qui est en l'entour du fil, qu'est-ce qui est à l'extérieur du fil. Ouais. Qu'est-ce qui est à l'interne, il dit OK, voici ce qui va arriver, voici nos challenges, mais plus intime. On va dire, hey, te rappelles-tu la dernière fois, il faut faire attention à ça. On a les semaines de la construction qui arrivent, on a le temps de Noël qui arrive, on a Pâques qui arrive. C'est des choses qu'il faut s'aligner. Après, à l'extérieur, c'est qu'après, c'est là qu'on partage nos plans. OK, voici ton département. Voici ton département. Toi, tu es le département de l'excavation. Puis on est capable de partager après la documentation, les plans et les challenges qui peuvent arriver. Et surtout, respecter leur timeline à eux autres aussi. Parce que des fois, eux autres aussi ont un horaire chargé, mais ce qui est important, c'est d'avoir une synchronisation entre notre horaire et leur horaire. Parce que c'est la synchronisation des horaires des gens, c'est ce qui est très important dans un flip. Oui, puis comment c'est important aussi d'essayer de travailler avec les mêmes sous-traitants pour se fidéliser leur service aussi. Oui, exactement. C'est comme tu appelles, c'est vendredi, il y a quelque chose qui ne marche pas, il vient ou t'envoie quelqu'un. Versus la première fois que tu travailles avec, ou encore, tu as pris ton temps à le payer, tu as fait telle chose, tu as fait. Tu sais que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Exactement. C'est la grosse logique, en fait, Ouais. dans ce domaine-là comme dans d'autres domaines. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler ces relations-là aussi. Oui. Ça va de soi. Oui. Tu sais, tantôt, tu parlais, beaucoup d'images militaires. Tu sais, parce que toutes les fois aussi, depuis que je te connais, Nicolas, ça remonte quand même assez loin. Ça se pourrait qu'on se soit connus genre en 2018. Oui. Donc, on pourrait dire que ça fait comme 6 ans et plus là, qu'on se connaît. Puis, ça m'a toujours, tu sais, ça m'avait frappé de voir comment que tu vraiment voyais des grands parallèles. Puis j'ai fait, c'est bon ça. J'ai toujours aimé ton approche parce que j'utilise beaucoup le terme immopreneur. Donc, d'une façon systématique, une approche systématique et entrepreneuriale au domaine de l'immobilier. Et pas juste, je mouille mon doigt, puis le vent vient de par là, voici ce que je vais faire. Tu sais, on y va un peu comme ça a déjà été le cas. Il y a même jusqu'à il n'y a pas si longtemps, même si je ne connaissais pas vraiment, même si je ne savais rien, ça fonctionnait quand même. Aujourd'hui, les marges sont plus petites. Les marges d'erreur sont plus minces. Tu n'as pas vraiment de... Tu sais, tu clignes des yeux, ça vient de coûter 10 000. Puis c'est vraiment important de préparer son affaire, de préparer son débarquement, comme tu as dit tantôt. Fait qu'on va explorer, si tu veux bien, un parallèle entre stratégie militaire et optimisation immobilière. Pour commencer sur la stratégie militaire, j'ai tout le temps dit que je ne suis pas un bon soldat. Parce que j'ai pas de background militaire, j'ai aucune expérience militaire. Je suis quelqu'un qui questionne toujours le système. Ouais. En tant que soldat, tu dois obéir et exécuter. Et moi, je suis quelqu'un qui questionne toujours. On peut-tu se faire comme ça? On peut-tu tourner vers la gauche? On peut-tu aller par en haut? Et si on a un obstacle, je dis, est-ce qu'on peut passer en travers de l'obstacle? Mm-hmm. Je suis quelqu'un qui est toujours en train de questionner tout ce qu'on a sur le terrain et de voir plusieurs angles et de dire, bien, OK, on va prendre cet angle d'attaque-là. Oui. On va prendre ces risques-là. On ne va pas prendre ce risque-là. Le militaire, pour moi, c'est quelque chose que je regarde beaucoup dans le temps des Romains, dans le temps de l'histoire, comment ça s'est passé, comment que les générations, les Japonais avec les samouraïs, quelles sont les valeurs eux ils ont et qu'on peut appliquer dans notre domaine. Et quand je parle de l'ennemi, c'est souvent l'ennemi de soi. On dit, qu'est-ce que moi, mon côté, qui n'est pas bon, qui n'est pas à améliorer, que je voudrais améliorer en ce moment, que hey, ça, je sais que je suis moins bon là-dessus. Je dois travailler ma communication. Ma communication n'est pas assez claire. S'il est arrivé une erreur sur le terrain, c'est ma responsabilité. Si on a eu du succès, c'est la faute des gars. Mais si on a une erreur, c'est ma responsabilité à moi. Parce que je suis responsable de ce qui se passe sur le terrain et je suis responsable de la planification et de la communication pour être sûr que tout le monde a l'information. Et quand on est au combat, à la guerre ou n'importe quoi, si on n'a pas le bon message au bon moment, mais ça peut faire tout changer. Absolument. Donc, il faut faire descendre le message qui soit clairement compris. Puis, il y avait, je pense qu'on a déjà parlé du célèbre livre L'art de la guerre. Oui. The Art of War. Sun Tzu. Moi, j'ai l'impression que ça a dû changer ta façon de faire, puis de voir le monde de l'immobilier, ce livre-là, parce qu'il y a des nombreux enseignements là-dedans. Là. Mon premier mentor m'a donné ce livre-là. J'ai essayé de le lire. J'ai eu beaucoup de la misère. C'est un livre qui est très complexe. C'est un livre que je ne suis pas à la guerre. Mais c'est après avoir pris du recul et je l'ai décortiqué, un petit peu chapitre par chapitre. Tu prends les leçons de qu'est-ce qui est arrivé, puis
Je peux vous donner un exemple comme si tu te connais toi-même, tu as beaucoup plus de chances de gagner que si tu ne connais pas toi-même. Si tu te connais toi-même et tu connais l'ennemi, tu as beaucoup plus encore de chances de gagner. Mais si tu ne te connais pas toi et tu ne connais pas l'ennemi, tu n'as aucune chance de gagner. Et ça m'a beaucoup frappé. Je me dis, mais c'est quoi connaître soi-même? C'est quoi le travail intérieur que je dois faire pour être capable de me rendre en tant que personne ou en tant que leader dans ma communauté ou dans mon entourage ou dans mon propre monde à moi? C'est ça. Mais beaucoup plus tard, il va y avoir Socrate qui va arriver. Ouais. On lui attribue une phrase célèbre, en tout cas, elle a été répétée souvent, c'est le « connais-toi toi-même ». Dans une optimisation immobilière, c'est ta spécialité. C'est quoi ton principal champ de bataille? Est-ce que c'est des chiffres? Est-ce que c'est le chantier comme tel, donc l'exécution, ou encore c'est la stratégie, la psychologie, la négociation qui t'amène à mettre la main sur le deal? Je dirais que c'est la synchronisation de tout ce qu'on vient de parler. Okay, donc, aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses. C'est la synchronisation entre la psychologie, entre les hommes sur le terrain, entre la vente sur le marché et surtout les chiffres. Parce que les chiffres ne mentent pas. Et si on est capable d'avoir des bons chiffres et de voir les bons chiffres, parce qu'on peut mettre n'importe quel chiffre, mais c'est de voir les bons chiffres aux bonnes places et un bon timing. Tout cela ensemble fait qu'on va se rendre vers notre objectif. Mais s'il manque un élément, ou un élément est négligé, ou un élément n'est pas porté attention, c'est là qu'on peut commencer à peser vers une situation qui est moins agréable. Tout à fait d'accord. J'aime ça, aucune de ces réponses, parce que c'est vrai que ça vient englober les 3 choix que je t'avais donnés. Donc, synchronisation. Oui. Bien, j'aimerais ça revenir un peu en arrière dans ce que tu as dit. Tu as donné un des conseils ou une des règles de l'art de la guerre de Sun Tzu qui était si tu te connais toi-même et que tu connais ton ennemi, tu peux gagner, tu peux gagner 100 batailles. Ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on peut faire notre propre interprétation. Oui. Exemple, si je disais, à partir de cette règle-là, connais-toi toi-même, c'est-à-dire tes forces, tes faiblesses. Connais l'ennemi, probablement c'est peut-être le marché immobilier, c'est peut-être la compétition. Donc, si tu te connais toi-même, tes forces et tes faiblesses, et que tu connais le marché immobilier ou ta compétition, bien, tu peux gagner toutes les batailles parce que tu vas voir les coups arriver, tu vas pouvoir prévenir les coups, tu vas pouvoir quand même faire un bon joueur d'échecs, voir 4-5 coups d'avance pour essayer de mettre l'autre échec et mat. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Chaque situation enclenche une autre situation. C'est que si on bouge un joueur vers notre objectif, on est vulnérable à d'autres places. Oui, c'est la loi de l'action-réaction. Exactement. Mais c'est pour ça qu'on est capable de voir 5 à 6 fois d'avance. Qu'est-ce qu'on a fait dans le passé quand on a fait ça? Comment ça s'est passé quand on a bougé vers là? Comment on a été capable de bouger vers là? Et quels sont nos challenges pour se rendre vers où on va aller? Mais c'est surtout en allant étape par étape. Aux échecs, qui va gagner? C'est lui qui se positionne le mieux. Petite question au punch maintenant. Bien, un peu dans le sens de ce qu'on a parlé depuis tantôt. On parlait de l'application des stratégies militaires à l'immobilier. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé justement de perdre une bataille dans un projet ou dans une optimisation immobilière pour mieux gagner la guerre au final? Ce que j'appelle, c'est du repositionnement. OK. Ça nous est arrivé parfois et on devait se repositionner pour être dans une meilleure situation. Si on achète une propriété, on l'a payé trop cher, elle est hors marché, le marché ne bouge pas, on doit se repositionner pour être sûr qu'on ne reste pas dans l'angle d'attaque, qui est très vulnérable et que chaque jour fait qu'on perd de l'argent parce qu'on est avec des prêteurs privés et qu'on ne veut pas rester cette propriété-là dans notre portfolio. Ce n'est pas une propriété qu'on va avoir. Elle est hors marché, elle est plus loin que dans notre région. On doit des fois avoir des pertes. Et quand on a des pertes, ce que j'aime de plus, c'est de voir comment l'équipe réagit et tout de suite rembarquer sur le cheval. De ne pas blâmer, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. On n'en fera plus. Non, c'est ta faute de toi, c'est la faute de moi. Je veux dire, on tombe à terre, on se relève, on rembarque sur le cheval, on y va. C'est la faute de personne. On a appris, on se repositionne, on contre-attaque. C'est ça. Donc, on gagne en équipe, on perd en équipe. Exactement. Puis on essaie de faire mieux la prochaine fois. Oui. À partir de ça, ça permet finalement, c'est comme un stepping stone pour le prochain dossier. Oui, qu'on va être meilleur la prochaine fois, que la prochaine fois, on va anticiper cette situation-là. Est-ce que tu penses que d'être trop confiant dans ton domaine d'activité, ça peut nuire? Très dangereux. Très dangereux, hein? La confiance en soi permet d'être
inconscient. Parce que tu es tellement sûr de toi. Tu as Mhm. tellement eu de succès, tu as tellement eu d'applaudissements, de wow, bravo, tu es le meilleur, que parfois, tu vas négliger des choses. Et tu pourrais en arriver à traverser l'autoroute sans regarder ni d'un bord ni de l'autre. Exactement. Et c'est comme ça que tu tombes dans l'embuscade. C'est tout le temps c'est comme ça que l'ennemi va être capable de t'attaquer parce que tu n'auras pas bien fait tes devoirs. L'équipe va dire ah, c'est pas grave, on fait pas ça, c'est pas On grave. baisse notre garde. On n'est pas obligé de rechecker tous les comparables. Je sais que c'est bon, j'ai tout le temps acheté dans cette maison-là. L'inspection, on va négliger un peu l'inspection. Ah. Et là, bang, ça frappe. Je reviens à tantôt. En fait, je pense que c'est assuré que tu vas connaître l'échec et tu vas connaître l'erreur. Puis, Dieu merci, parce que ça élimine les wannabes, tu sais, ça élimine le monde qui, finalement, soit ils connaissent rien ou ils se disent combien de fois, moi, Nicolas, pas récemment, mais tu sais, à l'époque, là, quand on s'est connus, combien de fois des gens candidement se confiaient à moi en disant ouais, mais tu sais, c'était mon premier flip, j'ai pas fait d'argent, mais j'ai appris. Non, 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 il faut faire les deux. Oui. Il faut apprendre et faire de l'argent. Et surtout, d'être bien entouré. Être bien entouré. D'avoir un bon réseau, d'avoir Ouais. des bonnes personnes, ressources. Moi, Guy, quand on s'est rencontrés, Oui. tu étais bien positionné, tu avais une bonne expertise dans ton marché. Ça faisait longtemps que tu viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, j'étais en Alberta. C'est Oui. quand que je m'ai repositionné au Québec, mais c'est important que je connaisse des gens locaux qui ont travaillé le terrain, qui ont appris. C'est que s'il y avait n'importe quoi, mais je savais que j'avais toi comme joueur qui était capable de me guider vers où qu'on voulait aller et vers où qu'on voulait pas aller. Oui. En tout cas, je peux dire que tu as vraiment fait tes classes, puis là où tu es rendu, chapeau, bravo. Quand les gens t'applaudissent, quand les gens te donnent des médailles, c'est là que tu dois garder la garde haute Absolument. et dire OK, maintenant, je dois rester conscient, je dois rester focus vers mon objectif. Oui. Mais je sais que, je le dis, tu sais, je te le dis comme ça, tu es quelqu'un, tu gardes ton humilité, tu sais. Tu connais ta valeur. Tu n'es pas arrogant, c'est ça que je veux dire. On a eu beaucoup d'échecs aussi. Ouais. C'est ça qu'on dit. On a beaucoup d'échecs à l'interne qu'on a eu. Des gens qu'on a laissé tomber, des gens qu'on n'a pas été capable de garder le combat, de garder le focus sur le combat, et des hommes qui n'ont pas resté focus, qui est arrivé la maladie, qui est arrivé les challenges de la vie. C'est que des fois, je pense souvent à ces gens-là que eux, bien, on les a comme laissés tomber parce que l'objectif final était tellement important qu'on ne pouvait pas arrêter. Et souvent, ces gens-là, bien, ils ont eu la difficulté. Et c'est pour ça que je dis des fois, on pense à ces gens-là, comment eux ont eu la difficulté dans leur sphère de vie personnelle. Puis c'est fait que quand tu as un groupe de personnes, tu veux garder tous tes hommes avec toi jusqu'à la destination finale. Mm-hmm. Mais on ne peut pas. C'est ça qui est difficile un peu à dire. Oui, on célèbre, oui, on est en haut de la montagne, mais on pense aux gens qu'on a laissés, aux gens qu'on a négligés, aux gens qu'on n'a pas écoutés, qu'on n'a pas bien communiqué avec eux. Et pour ça qu'aujourd'hui, ces valeurs-là sont importantes. Parce que dans le passé, souvent, on a négligé ces choses-là. Exactement. C'est quoi la valeur que tu donnerais au branding de ton entreprise ou de la business que tu fais? Est-ce que c'est-tu toi qui te mets en premier ou si c'est où tu travailles vraiment low profile, là, puis ta réputation est faite à l'intérieur? Je dirais plus low profile. Low profile. Low profile, c'est important que j'édifie les gens qui sont avec moi. Ouais. J'édifie les gens qui ont permis d'avoir le succès, les gens qui ont permis à gagner. J'édifie l'entreprise qu'on a créée, que cette entreprise-là permet de nous rendre où on va aller. Mais le succès qu'on a à l'interne, c'est entre notre réseau. C'est ça. C'est bien. Parce qu'on ne dira pas à tout le monde hey, on a fait ci, on a fait ça. Même si, avec le temps, les gens vont commencer à voir, mais c'est important qu'on soit capable de garder entre nous et de partager entre nous et de manger sur la table ensemble. Parce qu'à la fin de la journée, moi, j'ai tout le temps dit, quand on mange à la table ensemble, ben, c'est nous qui nous reste. Ouais. C'est nous contre l'univers. C'est tous les gens qui sont avec nous sur la table qui permettent de partager ensemble. J'aime ça. Bien, écoute, je trouve que c'est bien inspirant. Puis toi, justement, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui rêve de se lancer dans des projets d'envergure comme ceux que tu fais, mais qui hésite à le faire pour toutes sortes de raisons, qu'est-ce que tu lui conseillerais à cette personne-là? L'étape numéro 1, c'est de trouver un bon mentor. Quelqu'un qui a déjà passé par là. Oui. Quelqu'un qui a déjà traversé la rivière. Quelqu'un qui a déjà du succès et de shadow. Moi, en Alberta, j'ai des très bons mentors et j'ai pu participer avec eux, j'ai pu vivre avec eux, j'ai pu habiter dans leur maison, j'ai pu voir comment que c'était le succès, comment que c'était leur mindset, comment que leurs défis, comment qu'ils challengeaient leurs défis. Et ces mentors-là m'ont permis de dire, OK, quand on va avoir une tempête, voici comment on va gérer ça. Voici comment on va faire ça. Oui. Voici les valeurs que je vais apprendre de eux. Et quand on commence au début, c'est important d'être bien encadré. Oui.
Parce que si on fait n'importe quoi, n'importe comment, un général sans armée, ça vaut rien. Mais si on a les bons consultants, les bonnes personnes aux bonnes places, on est capable de bâtir n'importe quoi. Puis après, l'étape numéro 2, c'est de travailler toujours en équipe. Oui. Toujours avoir un bon partenariat. Toujours avoir les bonnes personnes pour bâtir le partenariat en commençant. Parce que quand on veut bâtir de quoi, c'est le plan de la maison. Puis ça va rassurer Exact. tout le monde vers une bonne communication, vers où ils veulent aller. Oui. Parce que quand on va être dans le milieu de la tempête, comme que je donne l'exemple du début, si on part de Montréal, on s'en va à Londres, quand on va être dans le milieu de l'eau, ça va brasser. Et ça va être dur des fois. C'est 100% sûr qu'il va y avoir des moments qu'il y a des gens qui vont vouloir sauter en bas du bateau. Oui, oui. Mais c'est important de dire non, c'est temporaire, on a cette tempête-là et on veut aller vers l'avant. Mais c'est important qu'ils ont des portes de sortie. J'ai tout le temps qu'ils ont des bateaux de sauvetage. Oui. S'ils veulent vraiment s'en aller, s'ils veulent vraiment plus être dans l'opération, c'est trop difficile, la tempête est trop dure. En tant que capitaine de bateau, je dois leur dire, OK, mais voici nos options. Et on avait déjà tout planifié ça à l'avance, au début, Exact. avec des bonnes personnes pour faire les bons partenariats. Exactement. Excellent conseil. Merci beaucoup. J'imagine que dans le milieu, tu dois voir des gens qui commencent, peut-être leur première fois, ou est-ce que c'est quelque chose, là? Non. Beaucoup. Oui. Beaucoup. Je vois souvent des gens qui commencent, ils ont la motivation, ils veulent. Mais je me dis, est-ce que tu as la discipline? Est-ce que quand les choses vont être pas beaux, tu vas rester? You're gonna stay in the fight? Tu vas rester dans le combat? Ou tu vas dire, ah là, ça me tente plus, Nicolas, c'est plus glamour, c'est désagréable, faut que je deal avec plein de personnes, Ouais. faut que... Non. Si tu vas bâtir de quoi, tu vas bâtir la maison au complet. Puis souvent, je vois les gens qui font un flip, mais c'est pas le flip qui est important. C'est l'écosystème qu'on bâtit. C'est ça qui a une valeur. À comparer que l'optimisation de la maison, c'est avec la branche. Et quand je dis aux gens, est-ce que tu vois une branche, un arbre ou une forêt? Et quand on veut se bâtir, on veut voir la forêt, l'Amazone, l'abondance. Ils vont avoir plein de propriétés à travailler. Ils vont avoir plein de partenariats. Ils vont avoir plein de gens qui vont vouloir faire travailler leur argent. Mais si tu vois une abondance, tu sais que cette branche-là n'est pas importante, mais que tu vas garder une vision. Mais tu dois te repositionner comme aux échecs, les premiers au début, pour placer ses pions au début. Puis ça prend du temps avant d'être dans l'action très glamour. Parce qu'au début, ça va être vraiment de base, étape par étape. Puis ça va être long, puis ça va être pas si excitant. OK. Bien, peut-être que ça va être quelque chose aussi simplement cosmétique là, pour se faire la main au début. Oui. Mais encore là, ça, c'est qu'une branche. Parce que là, on parle de est-ce que j'ai le bon agent immobilier? Est-ce que j'ai le bon prêteur privé? Est-ce que j'ai le bon place pour le matériel? Est-ce que j'ai les hommes de confiance? Est-ce que il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de choses qu'on ne voit pas alentour, que le gars il dit « Ah, mais non, mais moi, je veux juste l'acheter, je veux mettre un peu d'argent dedans, puis le revendre. » Je dis « Oui, c'est correct, mais est-ce que tu vois une grande vision? » Parce que si tu vois une petite vision, la seconde que tu vas avoir une tempête ou une seconde que tu vas avoir des challenges, tu vas dire « Oh, finalement, c'est peut-être pas pour moi. » Ouais, c'est facile de commencer. Ouais. C'est difficile de terminer. C'est facile de commencer, mais c'est difficile de garder au top. Que la motivation, souvent, ça passe. Et la discipline réelle. La discipline, il faut que tu implantes la discipline. Ouais. La Motivé, discipline, pas motivé, il faut continuer d'avancer. discipline personnelle. Personnel. Discipline intérieure Oui. qui permet que quoi qu'il arrive, surtout en psychologie, Ouais. avec des contracteurs, Ouais. avec des clients, avec des voisins, avec d'autres choses, tu dois te Mhm. garder d'être bien discipliné, d'être bien ancré, d'être capable d'écouter et d'observer. Moi, une réflexion que je me suis faite, c'est, OK, quand je suis tout seul, c'est pas la même chose au niveau de se fixer des objectifs, travailler pour les atteindre et finalement dire, voici, je l'ai fait. Que si tu travailles avec un petit groupe, moyen groupe ou grand groupe, bien, on va commencer par tu travailles avec un petit groupe que lorsque tu fais la même chose, c'est-à-dire fixer un objectif, un but à atteindre, puis de faire des micro-objectifs, mais c'est pour moi plus facile lorsque j'ai d'autres personnes autour de moi, parce que je dois prêcher par l'exemple. Je dois leur montrer que, regarde, je le fais, mais je m'attends à ce que je t'ai donné à faire, tu le fasses aussi. Mais si je suis tout seul dans mon coin, j'ai tendance à être plus facile pour moi de dire, je peux remettre ça après-demain. C'est pas grave si je ne le fais pas maintenant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas comme d'accountability partner, je n'ai pas de personne à qui comme rendre des comptes, sauf à moi-même. Puis, je vais être un petit peu plus flexible, mettons, sur l'échéancier, la perfection, des trucs comme ça. Est-ce que ça fait du sens, ce que je te dis? Oui, puis je veux partager aussi un exemple que moi, j'ai fait des retraites de silence. Des retraites de silence, c'était, je partais 3, 5 jours, mon plus long, et ça permet de tout
downloader l'information Mhm. qu'on a à l'intérieur de notre tête. Et les 2 premiers jours sont les plus durs parce que notre cerveau est habitué tellement d'être dans l'action, de bouger vite, de tourner, qu'on doit déconnecter et de voir quels sont les objectifs importants dans ma vie intérieure. Quelles sont les choses que je fais et d'être capable de débriefer à l'intérieur nous-mêmes. Et des fois, ça prend beaucoup de temps à faire parce que c'est pas quelque chose que tu fais une méditation d'1 heure puis c'est correct. C'est quelque chose que tu dois être déconnecté à l'extérieur, dans un autre environnement, puis être capable de revoir. Puis après, quand tu reviens, tu as de la clarté. Et là, quand tu as de la clarté, c'est ce qui te permet de dire, OK, voici vers où qu'on va aller, voici où qu'on veut pas aller. Parce qu'on a deux motivations. La motivation de gagner et la motivation de perdre. Ou la peur de la perdre. Exactement. Ouais. C'est ce qui fait qu'il nous propulse en gardant une discipline constante vers où qu'on va aller. Mhm. Puis ça, ben, c'est comme un reset. Exactement. C'est un reset. Donc, c'est pour ça que tu recommanderais de le faire... Je ne le recommanderais pas à n'importe qui parce que c'est vraiment de quoi qui est difficile. C'est vraiment de quoi qui a de l'air simple, mais c'est pas pour n'importe qui. Et surtout que tu le fais pour toi-même et non pour personne d'autre. Parce que personne d'autre va être au courant de ce qui est arrivé. Ouais. Et c'était une relation entre toi et toi. OK. Quelle sera ta prochaine opération spéciale dans l'immobilier? Mon objectif, c'est de sortir du Canada. J'aimerais aller aux États-Unis. OK. Parce que les États-Unis, c'est la cour des grands. Et pour moi, ce que j'ai fait ici, c'était juste un warm-up. Quels sont les systèmes qu'on a appliqués? Quelles sont les choses qu'on a mis pour être capable de prendre ce système-là et d'arriver dans un marché qui est de 400 millions de personnes. Et parlez-en bien ou parlez-en mal, les États-Unis, mais pour les prochaines années, c'est pareil la place où il y a beaucoup d'actions. Ouais. Et si je suis capable d'arriver avec un système qui est déjà fine-tune, quand on rentre dans un marché comme ça, on va être capable de beaucoup aller plus vite. Mais je sais que je vais avoir plein de choses à réapprendre et à repositionner. C'est quand on fait une planification, on planifie que l'ennemi est dans le bois là, mais si on arrive dans le bois puis il n'est pas là, puis il est rendu dans le désert, on doit être capable de se repositionner pour être capable de le chasser dans le désert ou de l'attraper vers où on va aller. C'est la même affaire avec notre succès qu'on veut. Si on veut un succès là, aux États-Unis, ou on veut un succès dans un autre pays, c'est important qu'on soit capable de bâtir et d'implanter et d'exécuter ce programme-là. Donc, à la conquête de... Exactement. Et c'est drôle parce que ça me rappelle encore, lors de la guerre de Sun Tzu, où est-ce que, en le relisant, je voyais les attaques comme je voyais le jour J. De D-Day. C'est-à-dire qu'on a fait croire qu'on allait débarquer à tel endroit. Les autres y ont cru, mais dans le fond, on a débarqué ailleurs. Et c'est en grande partie grâce à ce débarquement surprise que finalement, ça a changé le cours de l'histoire. C'est un peu comme ça, si tu nous dis, on va se préparer. Et puis, ça ne veut pas dire que tu vas annoncer, dire demain matin, on débarque en Ohio ou après-demain, on débarque je ne sais pas trop où, au Nebraska ou peu importe où, parce qu'il y a l'opportunité. Donc, tu vas peut-être finalement un peu brouiller les pistes en frappant. Et c'est sûr que si on frappe, il faut frapper fort. Oui. Il faut se donner à 100%, puis il faut aller all-in. Parce que des opérations comme ça, quand on change de trajectoire, ou on change d'évolution de terrain, d'environnement, c'est beaucoup d'apprentissage et c'est beaucoup un stress sur notre système qu'on va bâtir. Donc, bâtir des réseaux, bâtir un network aussi, ça tout commence par ça système aussi, doit être implanté. La première étape, c'est notre réseau, nos connexions, connaître le terrain avant d'être capable d'exécuter. Comme un bon vol de banque. Si on arrive dans une banque, on doit savoir quelles sont les portes d'entrée, les portes de sortie, quand il y a de l'argent, quand il n'y a pas d'argent, et quels sont les joueurs qu'on peut mettre sur la table pour être capable de rentrer et de sortir. Bon, ça veut dire aussi avoir un bon, celui qui tenait le rôle du professeur là, en Casa de Papel. Oui. C'est ça, c'est avoir un professeur. Donc, professeur. Est-ce qu'il y a, je sais pas, aimes-tu ça les quotes? Les quotes, là, tu sais, est-ce qu'il y en a des certaines? Ou y en aurait-tu une? Peut-être pas, mais est-ce qu'il y en aurait une citation célèbre pour toi ou qui t'a influencé, qui influence encore aujourd'hui, homme ou femme, ou s'il n'y en a pas, c'est pas grave, on le coupe au montage. J'en ai pas. Non? Mais on va quand même parler d'une citation. Moi, je vais t'en donner une, tu me diras ce que tu en penses. C'est Benjamin Franklin. Benjamin Franklin a dit un jour, en parlant du travail, en parlant de l'effort, il dit « On aura toute la mort pour se reposer ». Qu'est-ce que tu penses de cette citation-là? Je crois pas à la retraite. Je crois pas à ces choses-là parce que je donne toujours l'exemple des gens qui sont toujours dans l'action. Puis quand on est content de faire ce qu'on fait parce qu'on a l'esprit du chasseur. Moi, j'ai toujours l'esprit des lions qui vont à chasse,
Ouais. C'est le process que j'aime. Le process d'aller à la chasse. Le process de m'approcher tranquillement, pas vite, avant d'avoir la gazelle. Tout le monde veut manger la gazelle. Tout le monde veut « Ah, je veux juste manger la gazelle, je veux juste me remplir le ventre, puis après... » Non, c'est le process de comment que tu vas te pratiquer, de comment tu vas te positionner, de comment que tu vas te mettre aux bonnes places, au bon moment, pour être capable d'attraper ce que tu veux. Ouais. Et ça, c'est toujours une image qui me vient en tête quand le monde me dit « Ah, mais là, tu veux-tu prendre des journées off? Tu veux-tu prendre une retraite? » Je dis, oui, ça s'en vient. Mais surtout, c'est l'état d'esprit. Parce que Tout à fait. quand on a un bon état d'esprit comme ça, je pense que même quand on est vieux, on est capable de toujours travailler notre cerveau et de partager et de redonner. Il n'y a pas de tel âge, c'est fini après. Parce qu'à partir de là, je pense que l'homme ou la femme va dégringoler et ton espérance de vie ne sera pas la même que si tu es actif dans ce que tu aimes, dans ce que tu veux. Tes neurones, ton circuit électrique mental doit toujours être en train de bouger vers où on va aller. Exactement. Donc, toujours dans l'action. Toujours dans l'action. Belle devise. Bien, sur ça, Nicolas, je te remercie beaucoup d'avoir été à mon podcast aujourd'hui pour un autre épisode. Ensemble, on va plus loin. Nicolas, alors, je te remercie infiniment. Et puis, bonne chance dans toutes ces batailles. Puis, je sais que tu les remportes une après l'autre grâce à toi, ton talent, ton brain, ton équipe que tu sais conduire de main de maître. Je te remercie beaucoup. Et puis, on se revoit, nous, pour un prochain épisode de Ensemble, on va plus loin, bientôt. D'ici là, gardez le sourire. Salut tout le monde.